Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. 11 septembre 2001, 15 ans plus tard, 11 septembre 2016. Je pense que comme vous tous qui avez un certain âge, ou même les plus jeunes, vous vous souvenez de ce que vous faisiez, je vais mettre la caméra à droite, de ce que vous faisiez le 11 septembre 2001. C'est un de ces événements comme l'assassinat de Kennedy, comme le 1er septembre 1939, comme l'alunissage sur la Lune. Euh, Évidemment, pas sur nos planètes. C'est un de ces moments dont on se souvient et dont on se souviendra toujours et dont chacun se souvient ce qu'il faisait. Alors pour ma part, c'est pas très intéressant. Je me souviens que j'étais en train de rentrer chez moi au début d'après-midi, je crois. Après avoir travaillé dans ma société, j'avais une petite société qui aidait des entreprises de logiciels à s'implanter en Europe. Et pour ça, puisque c'était notamment des sociétés américaines, je faisais souvent l'aller-retour entre les États-Unis et l'Europe à ce moment-là. Et donc je rentrais chez moi et ma mère me téléphone en me disant Pierrot, tu as vu, tu as entendu, il y a un hélicoptère qui est, alors elle a dit hélicoptère, qui s'est scratché dans une tour à New York, dans un gratte-ciel. Alors, bon, ok, ça arrive, hein, les accidents. Donc je n'ai pas fait trop attention, je suis rentré chez moi et puis peut-être euh, une bonne heure après, ma mère me retéléphone en disant c'est horrible, t'as vu ce qui s'est passé à New York, etc. Alors moi j'ai des clients à New York, là, je commence à me dire que se passe-t-il. Et pendant tout ce temps, effectivement, j'avais plus de connexion Internet. Internet était tombé. Et si ça se trouve, c'est même pour ça que j'étais rentré chez moi. Je me souviens plus très bien, j'ai un flou là-dessus. J'allume la télévision et je vois ce nuage. Et je me dis, mais il y a eu un attentat chimique. C'est quoi ce tas de fumée au milieu enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, bah, on remonte les images, les tours qui s'effondrent, etc. Et je dois dire que ça a eu un effet effectivement sidérant, et c'est ce qui était recherché évidemment. Un effet sidérant où je crois que tout le monde est resté là, bouche bée, dans le silence. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, mais il va y avoir des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts. Ces immeubles, sont énormes. J'étais à New York, je connais, enfin, je les ai vus. C'est beaucoup de gens là-dedans. Et New York, c'est une ville monde, c'est une ville où, euh, surtout si vous étiez, comme je l'étais à l'époque, et comme beaucoup de gens le sont encore, dans cette optique globaliste où finalement cette mondialisation heureuse qui existait encore à cette époque, qui a disparu aujourd'hui bien sûr, mais on se pensait tous citoyens du monde, avec le progrès, la croissance, et donc d'imaginer que dans cette ville vraiment cosmopolite, tout ce que vous voulez, multiculturelle, multiraciale, multiethnique, du monde entier, de gens, plutôt des gens de bon niveau qui vivent ensemble, tout d'un coup imaginer que voilà, il y a eu cette attaque, et cette attaque avec évidemment potentiellement beaucoup de morts, et bien ça m'a sidéré, ça m'a touché, donc je me souviens avoir eu les larmes aux yeux. Et je me souviens que ma deuxième émotion était celle de me dire putain, les mecs qui ont fait ça, ils vont se prendre la première puissance militaire du monde sur la gueule, ça va chier. Et très vite, je me souviens qu'on a parlé de terrorisme, et tout de suite, ils ont lancé Ben Laden. Et depuis le début, c'est clair que on avait vaguement entendu parler de Ben Laden. D'ailleurs, les premiers à avoir essayé d'envoyer un mandat d'arrêt contre Ben Laden auprès d'un pétrole, ce sont les Libyens. C'est Muammar Kadhafi qui, qui considérait Ben Laden comme un danger. Il avait raison. Et donc, c'était effectivement sidérant cette histoire. Et je me suis dit, bon, bah voilà, les Américains, ils vont chasser. Ils vont aller chasser les rares terroristes, etc. Et puis très vite, on a commencé à parler d'Afghanistan et très très vite aussi d'Irak. Alors, pour l'Afghanistan, je me souviens de discuter à ce moment-là parce qu'évidemment, j'ai contacté tous mes clients, tous mes amis aussi, tous les gens que je connais aux États-Unis pour leur dire ah putain, vous avez été attaqué, etc. Et très intéressant, je me souviens très bien de quelqu'un qui m'avait répondu, il me disait Pierrot, c'est pas une attaque contre les États-Unis, c'est une attaque contre le monde. Alors bon, ok, pourquoi pas. Mais j'avais vu aussi à la télévision, je ne sais pas si vous en souvenez, mais dans les décombres lors de la fumée, il y avait Matthew Modine, qui est un acteur américain qui est un peu perdu, qu'on voit moins souvent aujourd'hui, mais qui à l'époque était encore assez connu. Et je me souviens que tout d'un coup, la caméra
que pensez-vous, comment vous réagissez? Et il lui disait, respirez, là, on est en train de respirer des morts. Bon, je pense qu'il a surtout respiré de la termite de la poudre d'aluminium et du béton pulvérisé, c'est pas bon pour lui. Mais il a dit aussi quelque chose d'intéressant. Il dit voilà, on va dans le monde bombarder les gens, voilà ce qui arrive. Et c'est vrai que mon deuxième sentiment, en fait, donc le premier c'était cette sidération et puis cette émotion d'imaginer tellement de gens qui étaient morts. Et puis le deuxième sentiment c'était de dire qui sème le vent récolte la tempête. C'est-à-dire dès le départ, je me suis tout de suite dit, ben voilà, les États-Unis ont une politique extrêmement euh, inefficace et meurtrière au Moyen-Orient. Alors ça, c'était encore avant l'invasion d'Irak. Donc vous imaginez à quel point il y a des degrés de malveillance. On peut monter très loin dans la monstruosité. Et on est encore à des échelles intermédiaires. On peut aller beaucoup plus loin. Les États-Unis ont montré, avec le Japon et l'Allemagne, jusqu'où on peut aller euh, pour obtenir une victoire totale et définitive. Alors, je dirais, on peut aller encore très très loin. Là, on n'en est pas encore là en Irak. Et les Vietnamiens s'en souviennent, les Coréens aussi. Bref, donc je me suis dit, qui sème le vent récolte la tempête. C'est évident que des politiques désastreuses vis-à-vis de l'Irak, mais aussi l'incapacité du seul acteur qui est capable de résoudre la crise entre Israël et la Palestine et les Palestiniens, fait que forcément, c'était une des revendications d'ailleurs de Ben Laden, en tout cas officiellement, c'était que les troupes américaines s'en aillent des terres saintes de l'islam, donc l'Arabie Saoudite, bon, péninsule arabique, et qu'il y ait une résolution au conflit palestinien. Je ne suis pas sûr qu'il l'a dit dans ces termes, mais enfin, ça me paraissait évident que les États-Unis n'avaient pas une politique efficace au Moyen-Orient déjà à l'époque, et ils auraient pu obtenir une paix en Palestine de manière très simple, or ils ne le font pas pour des raisons évidentes de politique interne aux États-Unis liées au lobby pro-israélien, c'est évident. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, avec du recul, on s'en rend compte, mais sur le moment, on est justement sidéré, on se rend compte que les États-Unis avaient en fait un plan qui était prêt pour dire nous allons intervenir en Afghanistan, nous allons faire la guerre à l'Irak, nous allons démonter le Moyen-Orient à notre guise. Et avec du recul, et c'est d'ailleurs ceci qui m'a amené à réfléchir sur mes livres, avec du recul, c'était évident qu'il s'agissait de prendre le contrôle d'une région avec des ressources naturelles, notamment liées aux hydrocarbures, notamment le pétrole, mais aussi le gaz, et ou alors des axes stratégiques, comme prendre le contrôle de l'Afghanistan comme étant un pion supplémentaire pour entourer éventuellement la Russie, mais aussi la Chine, et contrôler les pipelines qui vont du Turkménistan, sauf erreur, ou Kazakhstan, je ne suis pas sûr. J'ai la carte derrière. C'est peut-être l'Ouzbékistan finalement, les Ouzbeks. Et donc de passer ces pipelines vers l'océan Indien et aussi d'entourer par la même occasion l'Iran, ennemi des États-Unis et d'Israël, enfin du point de vue des États-Unis et d'Israël. Et donc, c'était, j'ai vu ça plus tard. Et notamment lorsque les États-Unis ont commencé cette campagne médiatique contre l'Irak de Saddam Hussein en disant voilà, nous faisons la guerre contre la terreur et ça va passer par Saddam Hussein. Et je me souviens de parler, d'avoir discuté avec justement des amis avec qui on s'envoyait des emails, et notamment un historien américain qui était très lucide et qui disait voilà, certainement, et je lui dis qu'est-ce que tu penses que les États-Unis vont faire? Parce que j'avais des contacts dans le département de la Défense, enfin dans les fournisseurs au département de la Défense, qui me disaient on vient de recevoir tout de suite des commandes massives. On a commencé à recevoir des commandes pour des missiles, pour des systèmes de guidage massifs, quoi. Donc c'est clair qu'ils se préparaient à la guerre immédiatement. Il y a eu des recrutements, je connaissais plein de jeunes Américains qui disaient ah je vais me recruter, enfin je vais aller à un centre de recrutement pour entrer dans l'armée ou dans les Marines, etc. Moi je disais ouais bon fais gaffe quand même, ils vont t'envoyer dans des pays pourraves, quoi. Et, euh, et bref, et lui me disait tant que on va bombarder mais jamais nous n'allons aller sur Terre parce qu'on sait très bien que
Euh, les guerres sur le terrain, notamment dans cette partie du monde, elles sont très longues. En plus, culturellement, ce sont des terres musulmanes, avec l'islam qui est complètement non compatible avec notre manière de voir les choses. Et eux, ils ont le temps et nous pas. Et eux coûtent rien et nous cher. Et c'est vrai que un village de Pashtun en Afghanistan, ça doit coûter 10 dollars quoi, à nourrir pendant 20 ans pour qu'il y ait un village. Tandis qu'un missile Tomahawk ou Hellfire qu'on va lui jeter dans la gueule, ça va être plusieurs millions de dollars pour le Tomahawk et plusieurs centaines de milliers de dollars pour le Hellfire. Donc c'est pas rentable. Je veux dire, vous pouvez massacrer des gens qui coûtent rien avec des trucs qui coûtent cher, à la fin vous vous ruinez. C'est pour ça qu'on appelle des pays comme l'Afghanistan, comme le Soudan ou plein d'autres, hein, en tout cas, on appelle l'Afghanistan le cimetière des empires, parce que les Russes, ils sont pétés les dents, et avant eux, les, euh, les Anglais, trois fois. Donc, c'était clair, déjà à ce moment, qu'on se dit, bon, bah, ils sont pas idiots, ils vont pas y aller. Et puis, ils y sont allés, et je me souviens que j'étais en Tunisie à ce moment-là, où on voyait ces bombardements dans le nord, vers Mazar-i Sharif, et on voyait les cavaleries afghanes avec les forces spéciales américaines à cheval. C'est un truc assez hallucinant de voir au début du 21e siècle, n'est-ce pas? Et donc, euh, ensuite, la mise en place de la reprise des bases soviétiques, Bagram notamment et d'autres, par les forces armées américaines et la coalition, ils appelaient ça la Coalition of the Willing, je me souviens vaguement. Et bref, on a vu les Australiens, les Britanniques, les Italiens, plus tard les Français, intervenir sur le terrain. Alors c'est vrai que c'est sur le terrain qu'on gagne les guerres, hein. On ne gagne pas les guerres en pulvérisant les gens. Au bout d'un moment, il faut quand même aller occuper le terrain. Mais enfin, je me suis dit, dans quoi il s'embourbe dans cette histoire. Et tous mes copains aux États-Unis disent, non, mais on a gagné, tu vas voir, ça va aller vite. Chose qu'ils m'ont redite après, en 2003, avec l'invasion de l'Irak, qui s'est faite assez vite. Et ils m'ont dit, tu vas voir, on va gagner, on va remettre en place ce pays, etc. Je veux dire, 15 ans plus tard, 2 millions de morts causés directement ou indirectement par cette guerre, un désastre qui s'étend de plus en plus à la Syrie, aux pays voisins. Nous avons une déstabilisation quand même assez forte des pays du Golfe, mine de rien, notamment l'Arabie Saoudite. Euh, la Jordanie tient le coup, mais enfin, il y a eu des problèmes sérieux en Égypte. On l'a vu en Tunisie, on a eu quand même certains risques. Et puis, il y a aujourd'hui ce djihadisme amené aussi par les migrants qui s'accumule en plus à ce problème déjà de fondamentalisme déjà présent dans les populations musulmanes d'Europe, qui ont augmenté de manière énorme depuis 15 ans. Eh bien, on se rend compte que cette guerre contre la terreur, comme disait cet idiot de George W. Bush, et qui disait nous allons combattre les terroristes là-bas de manière à ne pas les combattre ici, on voit que même aux États-Unis, il y a eu de plus en plus d'attentats. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas eu plus. Et enfin, on pourrait en reparler de pourquoi et comment il y a des attentats et à quel moment. Mais de plus en plus, il y a aussi en Europe, voilà, parmi cette population musulmane qui est portée par 14 siècles de guerre contre le reste du monde, hein, d'ailleurs, mais notamment contre l'Europe et la chrétienté. Bon, moi, c'est pas mon truc, hein, la chrétienté. Mais enfin, c'est vrai que l'Europe a été pendant 1500 ans ou un peu plus chrétienne et constamment en guerre avec l'expansion de l'islam. Donc, bon, est-ce que finalement cette guerre contre la terreur, est-ce que cet expansionnisme et cet aventurisme impérialiste américain a amené des bons résultats? Non, ce sont des résultats désastreux pour les États-Unis qui ont perdu, bon ça ils s'en foutent hein, des hommes, hein, ils n'ont pas eu beaucoup de morts, enfin plusieurs centaines de milliers de blessés graves avec des prothèses, on les voit hein, aux États-Unis. Mais enfin surtout, un trou dans leur budget gigantesque. Je crois qu'ils ont dû dépenser, je pense qu'aujourd'hui ils en sont à 6 000 milliards rien que pour la guerre. Alors c'est pas perdu pour tout le monde, c'est de l'argent qui est dépensé pour des entreprises dans la défense et qui s'en mettent plein les fouilles. Mais enfin c'est un coût pour la société américaine et on le sait très bien, les guerres ne sont pas très rentables, surtout quand vous envahissez euh, des déserts et surtout lorsque le fruit de cette guerre, c'est-à-dire le pétrole notamment, mais aussi l'influence, euh, et les contrats de défense sont pour certains individus et non pas pour le bien de la collectivité. Donc, et il n'y a même pas non plus, et il n'y a pas non plus la promesse de la paix. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. Après tout, les États-Unis ont une politique expansionniste et impériale qui a toujours été un désastre.
En Amérique latine, en Asie, c'est des désastres, c'est des destructions de pays, c'est la mise en quasi-esclavage de nombreux peuples et pays. Les États-Unis ont aussi intervenu et foutu en l'air l'Europe, parce que intervenir déjà en 1915, on oublie que les Européens, enfin, les pouvoirs centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, euh, avait proposé une paix, une pax antebellum, c'est-à-dire de revenir aux frontières avant-guerre, en 1915, parce qu'ils étaient épuisés, ils n'avaient plus de munitions pour les canons, et il n'y avait plus d'argent. Et les Anglais aussi, les Britanniques euh, avaient également plus de munitions, plus d'argent, les Français aussi étaient un peu à la ramasse, ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Et finalement, on aurait pu mettre tout le monde d'accord, si ce n'est que, évidemment, la grande finance, surtout américaine à cette époque, mais aussi britannique, c'était lié avec la grande finance allemande. Enfin, ils étaient cousins, hein. Les grandes banques, Warburg, Rothschild et autres, se sont mis d'accord pour dire on va continuer à financer et tous les belligérants de manière à ce que la guerre puisse continuer parce que c'est bon pour le commerce et c'est bon pour les industries. Et donc, le résultat de l'entrée en guerre, donc déjà ça, c'était un premier élément, mais ensuite l'entrée en guerre des États-Unis contre les pouvoirs centraux a précipité en fait un effet de panique de l'Allemagne de financer la révolution bolchevique, de permettre à Lénine et via la Finlande apporter des armes à, euh, à Lénine et donc d'accélérer finalement le délitement de la Russie, qui évidemment allait de toute façon cesser de se battre parce que les gouvernements de transition, puisqu'il y a eu la première révolution en mars 1917, et donc la Russie a plongé indirectement par la politique des États-Unis dans une catastrophe qui a créé le communisme et l'Union soviétique, qui a été une catastrophe avec des dizaines et des dizaines de millions de morts. Et tout ceci n'a pas résolu le problème de l'Europe, qui aurait pu se résoudre comme le traité de Vienne. Le congrès de Vienne avait bien résolu les problèmes post-guerre napoléonienne. On aurait pu très très bien, en 1915, dire bon, on s'est un peu excité sur cette histoire de Serbie, revenons à des manières de réfléchir beaucoup plus raisonnables et non pas par cette guerre. Et ce n'aurait pas été le suicide de l'Europe et le monde serait bien meilleur aujourd'hui, puisque la colonisation, même qui est une erreur à mon avis, mais enfin elle aurait pu aboutir à l'objectif qui était de créer des civilisations dans les pays colonisés. À la fin, ce projet a été abandonné. L'Europe est repartie dans une deuxième guerre. La Chine, un des plus grands pays du monde, a plongé dans le communisme avec également des conséquences de dizaines et de dizaines de millions de morts. Et donc le XXe siècle, par défaut, est devenu le siècle américain de 1919 à 2001, parce que les États-Unis ont été les seuls à rester debout comme grande puissance. Et finalement utiliser l'émergence de l'Union soviétique comme grande puissance également, comme d'avoir un monde bipolaire qui les arrangeait bien. Et lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, évidemment, en 1990, les États-Unis ont mis en place un mécanisme, et il a fallu 10 ans pour mettre en place ce mécanisme, 10 ans qui ont été des années de grande croissance, où tout le monde, et moi y compris, avions un immense espoir de paix, de, oui, de fraternité entre les peuples. Une fois que le communisme avait fini, on s'est dit, bon, ben voilà, maintenant, une sorte de semi-capitalisme socialiste occidental a réussi, et on va pouvoir peut-être construire un monde meilleur. Que nenni, les États-Unis sont partis sur une stratégie de domination totale de la planète, impérialiste définitive, c'est-à-dire convaincus de leur bon droit par leur force. Ils se sont dit notre système a gagné, donc c'est le meilleur, donc nous allons mettre en place un système à travers le monde qui est ultra-libéral, mais dans le mauvais sens du terme libéral, et qui est en réalité extrêmement étatiste, et donc qui est en réalité une forme de communisme de marché, mais sauce à l'américaine, et on le voit aujourd'hui avec une fuite en avant dans des promesses électorales socialistes, et un aventurisme militaire euh, impérialiste, qui est en train de terminer, de ruiner le pays. Et c'est pour ça que je dis, le siècle des États-Unis, c'est 1914-2001. À partir de 2001, en réalité, il s'est passé quelque chose d'autre. Il s'est passé quelqu'un au téléphone qui hurle.
Elle est folle. Mais elle est mignonne, mais elle est folle. Le nombre de fous qu'il y a dans nos villes, c'est incroyable. C'est ça aussi le problème du manque de sélection naturelle. C'est que tous les fous survivent. Euh, Bref, revenons à notre siècle américain. Et donc, nous avons un problème de- du plus grand empire qui essaie de dominer l'ensemble de la planète, et qui s'est ruiné en suivant ce projet complètement fou, qui s'est perdu et a perdu tout idéalisme positif pour devenir une vraie pure machine infernale, et qui, ce faisant, a réveillé plusieurs forces, on va dire, ancestrales. La première, c'est évidemment la résurgence de la Chine. Bon, c'est pas les États-Unis qui l'ont réveillé. Encore que, on pourrait dire que c'est Nixon en 75. Mais en même temps, on sent que la Chine revient parce qu'elle revient à sa place naturelle. Depuis la nuit des temps, la Chine a représenté est une grande puissance industrielle, manufacturière et de population dans le monde. Euh, L'impérialisme américain a réveillé l'instinct des Russes de redevenir une grande puissance. Si les États-Unis n'emmerdaient pas les Russes, ils se seraient très bien, ils étaient très, très contents de rester dans un monde de consommation. Mais à partir du moment où ils ont senti la pression, et justement ça tourne autour de ces années-là, euh, eh bien la Russie est revenue. Et puis il y a aussi l'islam. L'islam, encore une fois, en guerre contre le monde entier, puisqu'il veut le conquérir et le soumettre depuis sa création. Si l'islam était pacifique, il serait toujours à Médine. Et personne ne serait convaincu, puisque personne n'a été convaincu par l'islam. En tout cas, au début, on lisait les hadiths, ce qu'on m'a raconté, moi j'ai pas de temps à perdre avec tout ça, mais dans ce qu'on m'a raconté, ben voilà, Mohammed, le prophète, quand il est parti se réfugier dans une tribu juive, qu'il a trahi après, il avait quoi? Il avait 20-30 compagnons. Et c'est par la guerre qu'il a pu conquérir la Mecque, c'est par la guerre qu'il a pu conquérir et unir les tribus bédouines de la région, c'est par la guerre qu'il a conquis d'autres régions. Et c'est vrai, certaines régions, comme l'Égypte ou la Syrie, ont accueilli les forces de l'islam avec bienveillance parce qu'ils étaient eux-mêmes trop taxés par les Byzantins. Mais très vite, ils se sont révoltés et ont été massacrés. On sait comment l'Égypte a été islamisée de force euh, après avoir accueilli la, les troupes arabes, parce qu'en fait, les Égyptiens détestaient l'occupation des Grecs, donc des Byzantins. Bref, on va pas faire l'histoire de l'islam ici, mais enfin, cette force qu'est l'islam, c'est une force importante, il y a une idéologie, c'est très cadré, ça focalise les gens ne comprennent pas, mais il faut admirer les choses qui fonctionnent dans l'anthropologie, il faut savoir les reconnaître, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui fonctionne, qui a un but de conquête, qui a un but d'organisation sociale extrêmement strict, extrêmement régimenté. Et bon, voilà, pendant le 19e et le 20e siècle, le monde musulman était en déclin. D'ailleurs, beaucoup d'islamistes disent et le critiquent et disent, voilà, et alors ils disent, nous nous sommes perdus parce que nous avons perdu les fondamentaux. Moi, je pense que c'est parce que c'est inhérent à l'islam de ne pas être dans la croissance intellectuelle et technologique. Quand on est soumis, on n'est pas créatif. On va à la guerre, on suit les règles, mais on ne commence pas à dire je vais réfléchir en dehors des boîtes, etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de boîte de logiciels, de création d'entreprises, de création de richesses, de création de culture, de quoi que ce soit. Alors, dans le monde occidentalisé et globalisé, il y a des Arabes, des musulmans, des Égyptiens qui sont capables bien sûr, mais dans le monde islamique, c'est impossible. C'est juste impossible, on ne peut pas représenter. Donc c'est un truc nihiliste qui est en fait une religion qui a comme objectif qu'une fois que le monde entier est musulman, que voilà, bah, c'est terminé. C'est extrêmement nihiliste en réalité. Bon, ben voilà. Donc les gens me disent, est-ce que tu es pro ou contre l'islam? L'islam, il existe, c'est pas moi qui vais décider quoi ou qu'est-ce. Mais c'est une religion qui a comme but ultime la mort. C'est vrai. Mais il n'empêche que elle organise bien les peuples, elle organise bien les... Enfin bien, elle organise les peuples pour la conquête, pour une structure rigide, etc. Alors parfois c'est mieux que le bordel, quoi. C'est mieux de vivre en Arabie Saoudite que dans l'est du Congo. Il vaut mieux vivre en Suisse qu'en Arabie Saoudite. Voilà. Alors ouais, en Suisse vous avez le mariage gay, vous avez plein de trucs, mais c'est mieux qu'en Arabie Saoudite. Voilà. Après,
pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, de toute façon vous allez tous mourir. Et nous avec, donc ça va être le Bronx. Mais tout ça pour dire que les États-Unis nous ont réveillé cet immense bordel. Les États-Unis et leurs propriétaires, j'ai toujours les États-Unis et leurs propriétaires, c'est pas le peuple américain, encore que sur ce coup-là, le peuple américain a été complètement emmené dans cette fuite en avant un mélange de vengeance et de patriotisme qu'a été la guerre contre la terreur. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les États-Unis se sont ruinés. J'en ai parlé brièvement. Vous savez, mes vidéos sont courtes, donc parfois les gens me disent oui, mais tu devrais me donner tes détails ou c'est des inexactitudes ou parfois tu fais des petites erreurs. Les mecs, je peux pas aller prendre si vous voulez que je sois précis, je vais prendre des bouquins. J'écris dans des livres où je suis précis. Mais si vous voulez que je vous dise des trucs précis, il faut prendre des bibliothèques, il faut que je sorte des bouquins, je vous lis les détails, et là, bah voilà, je peux être précis. Mais ça va prendre 12 heures, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à foutre que de faire des vidéos, pour vous et pour moi. Mais surtout, il y aura personne qui va les regarder parce que c'est trop long. Donc il faut rester un peu succinct. Rappelez-vous, mes vidéos, ce ne sont que des discussions de comptoir, de bar, où est le bar entre copains, quoi. C'est pas doc. Je n'ai pas de prétention d'être un grand savant ici. Dans mes bouquins, un peu plus. Mais ici, non. Hein. Bref. Donc, ce désastre a aussi amené, en réalité, la perte des libertés des États-Unis. Or, d'un point de vue marketing, c'était le unique selling proposition des États-Unis. C'est-à-dire que, ok, c'est une grande puissance, ok, l'économie marchait bien. Mais ce qui faisait que les gens admiraient les États-Unis, c'était que les États-Unis avaient cette image de liberté. Alors évidemment, c'est un mythe, c'est faux. Mais de fait, on vit relativement libre et on peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser plein de choses aux États-Unis, plus qu'en Europe. Et c'est un de leurs éléments fondateurs. Mais avec le Patriot Act 1, puis plus tard le Patriot Act 2, c'est fini. Donc tout le monde est espionné. Et donc l'idée de the land of freedom, land of liberty, donc la terre de la liberté, la terre des gens libres, c'est plus vrai. Et donc, on a vu ça. Mais à mon avis, le désastre le plus grand, c'est qu'on a vu une fuite en avant vers l'étatisme. C'est-à-dire que comme chaque empire, au bout d'un moment, il dérape sur une approche de fabriquer de plus en plus de poids bureaucratique qui était traditionnellement petit aux États-Unis, de devenir une immense machine avec une grande quantité de fonctionnaires, et donc de socialiser l'État. Alors, pour ceux qui m'écoutent en France, vous êtes carrément en Union soviétique, vous êtes à 55 ou 60% de votre économie qui est l'État, c'est-à-dire que c'est de la merde, c'est un truc qui va s'effondrer, c'est impossible de tenir, parce que c'est pas productif. Aux États-Unis, ils en sont, je crois, aujourd'hui à 15 ou à 20%, alors qu'avant c'était très petit. C'est gigantesque, c'est un point mort, c'est que de la bureaucratie, des employés, de fonctionnaires, ça sert à rien, c'est du parasitisme. Avec évidemment aux États-Unis le coût du militaire, ils ont créé des nouveaux systèmes de surveillance, de ce qu'on appelle le Homeland Security, c'est-à-dire la surveillance du Homeland. Avant c'était un pays, maintenant c'est un Homeland, la terre-mère. Il y a eu un dérapage vers le débile et surtout par le contrôle. Donc les États-Unis ont perdu très vite leur image de pays positif et qui apporte la liberté. Et les gens qui vont se faire libérer à coups de bombe, encore en 1945-46, ils pouvaient se dire, bon, la moitié de ma famille est morte, ma ville est détruite, mais au moins ils nous libèrent et ils nous apportent des chewing-gums, de la bouffe, etc. Et on peut commencer à construire, on peut bosser, et c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on pense, on peut, en tout cas, de manière générale, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais là, en Irak, ils ont juste été bombardés, en Afghanistan aussi. Ensuite, ils sont venus en disant on va construire une école, on va construire un truc. Ils l'ont jamais fait. On va mettre en place de l'eau potable, enfin, on va remettre en place l'eau potable qu'on a détruite, mais qui fonctionnait très bien avant sous le régime précédent. Et aujourd'hui, quand tu tournes le robinet, il y a du caca de vache qui sort. Enfin, encore, c'est sympa si c'est du caca de vache. Mais il n'y a rien qui sort parce qu'ils n'ont rien construit. Et ça fonctionne plus. Et c'est le bordel. Donc maintenant, les gonzesses, elles doivent aller chercher l'eau. Et puis en plus, comme il n'y a plus l'homme fort qui décide que maintenant on est un pays moderne, ben maintenant les mecs ils régressent. Et ils régressent vers oh maintenant, Fatima, tu mets ta toile de tente sur la tronche. Bon, de toute façon, c'est ça où tu vas te faire violer par le voisin. Parce qu'avant, personne n'osait le faire. Et donc maintenant, voilà, le pays est revenu, peut-être pas à l'âge de la pierre, mais il est revenu en arrière de 5 siècles. Et avec les dérives maintenant en Syrie, avec Daesh, etc. etc. Alors,
Vous savez ce que je pense sur le 11 septembre, sur qui l'a manigancé et sur qui a créé Daesh, évidemment. Donc là aussi, je m'en suis rendu compte vers 2003-2004 que, et pour ça, je dois avouer que Thierry Messant a fait un travail incroyable parce qu'il a mis la graine de la réflexion dans des millions de cerveaux à travers le monde. Et ça, c'est sûr que, euh, bon, même si au début j'étais un peu sceptique, quand on regarde les faits et qu'on trie les hypothèses qui sont pertinentes, celles qui sont fausses et celles où il y a effectivement des preuves, bon, ben à la fin, évidemment, on arrive à la conclusion que, disons que ces attentats du 11 septembre, ils ont été un petit peu aidés, quoi. On va dire ça comme ça. Il faudrait, il y a des super reportages là-dessus, il n'y a pas besoin que j'en rajoute. Bref, donc tout ça pour dire qu'ils ont cherché la guerre et maintenant c'est un désastre. C'est la fin du siècle américain et je pense que c'est la fin des États-Unis. Parce que le pays est parti. Je viens de faire une toute petite vidéo sur Clinton et Trump et je pense que Trump va gagner. Mais même s'il gagne, il va faire face à l'effondrement des États-Unis. Alors peut-être qu'il le mitigera mieux que Clinton ou qu'un autre, mais c'est pas sûr. En tout cas, cet effondrement des États-Unis, il va être dur, il va être violent, on va tous se le prendre dans la gueule et c'est bientôt, hein, c'est vraiment imminent. Maintenant, la réalité, c'est que voilà, les empires finissent toujours mal parce qu'ils vont trop loin, ils essayent de trop s'étendre, ils deviennent trop complexes à gérer, trop coûteux, trop corrompus à l'intérieur. Les États-Unis, c'est une république bananière, comme la plupart des pays, pas seulement occidentaux, mais aussi les autres. Mais les autres, on le savait, et puis ça se voyait. Mais maintenant, ça se voit aussi chez nous, enfin, aux États-Unis, en Europe, etc. C'est devenu n'importe quoi. C'est un pays qui est pris par les idéologies de gauche bizarres, les idéologies liées à l'asservissement du monde par des toutes petites minorités, par des toutes petites élites. Et ça vaut aussi pour la gauche, hein. C'est les deux mâchoires. Je crois que Gilad Absman disait très juste, il disait, il y a d'un côté l'ultralibéralisme et d'un autre côté, il y a le socialisme. Et ces deux mâchoires créées par les mêmes personnes, par les mêmes idéologies, par les mêmes modes de pensée, pour asseoir leur dominance sur le peuple, pour la population mondiale. Sauf que ça marche pas, ça va s'effondrer, ça va partir en couille, ça va être l'extrême violence. Et voilà, c'est pour ça que quand les gens disent mais est-ce que tu es pro ou est-ce que tu es pro-islam, machin, tout ça, vous êtes dans un mauvais paradigme. Vous êtes dans le paradigme, parce que parfois on dit t'es sioniste, t'es pro-israélien, t'es pro-musulman, t'es pro-ci, t'es pro-là. Non, moi je suis pour moi, je suis pour ma famille, je suis pour mon pays, la Suisse. Par extension et par intérêt, j'ai intérêt à ce que les gens de mon peuple, les Blancs, donc les Européens, ils s'en sortent bien. Je n'en veux pas au peuple des autres continents et des autres groupes. Alors on ne dit pas race aujourd'hui parce qu'effectivement biologiquement c'est pas tout à fait adéquat, mais on dit les populations. Moi je n'ai rien contre les populations d'Afrique, du Moyen-Orient, même d'Afrique du Nord. Certaines sont des populations blanches, hein, sont des cousins. Bon, en Afrique, c'est pas des cousins, c'est super lointain, hein, ça fait 60 000 ans qu'on a été séparés, au moins. Si on est les mêmes, c'est encore un autre débat. On ne sait rien de nos origines. Les Asiatiques, je leur veux j'ai que de la bienveillance. Je pense qu'à la fin, ils domineront le monde, hein, parce qu'ils sont plus évolués que nous, ils sont plus loin dans la biologie. Donc il y a des chances qu'on soit tous exterminés sauf eux. Pas de bol, c'est comme ça pour nous. Mais enfin, mon but, c'est de s'améliorer. Vous savez, quand on a une famille, on essaie que tout le monde soit le meilleur possible. Quand on parle d'un pays, on essaie que tout le monde soit le meilleur possible. Quand on parle d'un peuple, on essaie que tout le monde soit possible. Et oui, lorsqu'on parle d'humanité entière, parce que je pense qu'on est quand même tous humains, enfin plus ou moins. Alors aujourd'hui, la biologie, elle dit des trucs assez politiquement corrects, hein. Il y a certaines ethnies dans le monde où génétiquement, on sait que, ben, techniquement, c'est voilà, c'est autre chose. C'est différent. C'est pas. Mais dans l'ensemble, l'humanité, il faut l'améliorer. Et on va pas l'améliorer avec les guerres, avec l'obscurantisme, avec les religions et toutes ces merdes. C'est vieux, c'est dépassé tout ça. On a un putain de cerveau, on peut réfléchir. On a une logique, on n'est pas obligé d'aller dans les contresens de toutes ces merdes. Mais bon, malheureusement, on va devoir se farcir encore ça pendant quelques millénaires, parce que ce qui va nous arriver va nous faire rabaisser de niveau pendant longtemps, à moins que les Asiatiques tiennent le coup et nous bouffent. Et il va falloir reconstruire péniblement pendant des milliers d'années, et espérons-le plus rationnellement et plus sainement, mais probablement pas, parce que la biologie et la sélection naturelle ne favorisent pas forcément les plus intelligents, les plus sensés et les plus logiques. Parfois, elles favorisent les plus brutaux, les plus frombats.
On ne sait pas. Peut-être que c'est ça les critères. Alors peut-être que on est destiné, pour beaucoup d'entre nous sont destinés à disparaître parce qu'on n'est pas assez violent, parce qu'on n'est pas assez brutaux, parce qu'on n'est pas assez agressif. Qui sait? Maintenant, pour revenir au 11 septembre, 15 ans après, c'est clair que c'est quelque chose qui a changé le monde. C'est quelque chose qui a accéléré en fait. C'était pas du tout la fin de l'histoire. En fait, c'était une accélération de l'histoire. Et je pense pour le pire. Et je pense qu'elle nous a cachés, elle nous a mis des œillères pour aller dans une certaine direction. Pour un grand nombre de personnes, elle nous a attisés les uns contre les autres. Alors qu'en réalité, les problèmes qui s'accumulent déjà à cette époque-là étaient gigantesques. La pénurie à venir des matières premières, des conflits qui ne sont pas créateurs de richesses ni créateurs de solutions à tout ce qui nous arrive dans la tronche. Au contraire, on a dépensé de l'argent, on a dépensé des ressources, on a dépensé des cerveaux, on a perdu du temps. Et à mon avis, c'est ce qui a rendu vraiment inévitable l'effondrement de notre système d'économie globalisée. Ce qui le remplacera, d'une part, c'est à nous de nous préparer et d'être là pour pouvoir faire quelque chose avec ce qui restera. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'imprévu. Donc on ne sait pas comment ça peut aller. Ça peut finir aujourd'hui. J'ai jamais été moins sûr des scénarios post-effondrement. L'effondrement, c'est clair, pour moi, c'est sûr. En revanche, comment ça peut aller? Ça peut aller dans tellement de directions différentes. Ça peut aller vers le pire comme le meilleur. Mais en tout cas, on sera moins nombreux, ça c'est sûr. Donc, préparez-vous pour être parmi ceux qui vont faire partie de ce futur. Et ce futur, ce sera pas le siècle américain. Il n'y aura pas de deuxième siècle américain. C'est fini. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Et il faut justement changer de paradigme. Ceux qui sont dans le paradigme où le monde sera comme il a été, et donc nous avons de l'antipathie vers des cultures, des religions, des machins, qui viennent chez nous, qui viennent pas chez nous, etc. Oui, 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 tout ça, on peut en discuter. Mais ce monde n'existera plus dans 3, 4 ans, 5 ans, peut-être, 10 ans ou plus. Moi, je pense que les 4 prochaines années, c'est chaud, chaud, chaud. Mais le paradigme, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à quelque chose qui sera complètement différent. Si ça se trouve, dans 10 ans, il y a plus d'islam. Bon, il n'y a plus de catholiques déjà maintenant, mais il n'y aura peut-être plus du tout d'islam. Du tout, du tout. Peut-être qu'il y a cette ébullition qui est en train de se passer maintenant, c'est le champ du signe d'un truc qui, de toute façon, voilà, arrive au bout de sa logique et retombe comme un soufflet qui perçait. Peut-être. Peut-être que dans 10 ans, le monde entier est conquis par l'islam. Je pense pas. Mais c'est possible, c'est pas un truc impossible. Certainement, c'est pas impossible en Europe. Et dans 10 ans, pas dans 25 ans. Dans 25 ans, c'est plié, mais dans 10 ans même. On peut très bien imaginer donc un scénario à la Houellebecq, mais en plus violent, en plus, avec plus d'effondrement. On peut très bien imaginer, au contraire, qu'il y ait une volonté de certaines puissances qui sont en train de s'effondrer, comme les États-Unis, de dire voilà, quitte à s'effondrer, on va exterminer tout le monde avec nous. Et on lance les armes biologiques et autres sur la tronche des gens. C'est pas complètement impossible. Moi, je ne le pense pas probable. Parce que je pense que les gens raisonnables, à la fin, souvent gardent le contrôle. C'est bien pour ça qu'un Trump peut changer la donne aux États-Unis. Enfin, en tout cas, peut mitiger cette chute. Mais c'est pas impossible. Il y a plein de scénarios. J'ai un esprit assez fertile, malade, diraient certains, mais enfin fertile pour imaginer des scénarios catastrophes assez puissants. Rassurez-vous, enfin c'est pas rassurant, je suis pas le seul dans les militaires que je fréquente, dans les gens qui réfléchissent aux scénarios de guerre future, il y a des gens qui pensent également ces choses. Donc on est beaucoup à avoir un esprit malade ou fertile, ou les deux. Bref, donc voilà où nous allons. Donc ce ne sera pas folichon. Et donc, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui écoutent toutes mes vidéos depuis longtemps, vous savez très bien que à la fin, la seule chose que l'on peut faire lorsqu'on est un Pékin moyen, c'est de préparer soi-même sa famille dans son corps, enfin bref, vous voyez les sept éléments de la base autonome durable, comme j'explique dans mes bouquins. Donc, parce que déjà vous faites ça, vous faites beaucoup. Ensuite, influencer la décision de Madame Clinton d'appuyer sur le bouton pour essayer de pulvériser la Russie et de se faire pulvériser en retour. Ça, vous avez beau gueuler, parce que j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que pendant toute l'année 2003, enfin pas toute l'année, mais pendant la fin 2002, début 2003, j'étais dans la rue à protester contre l'agression des États-Unis sur l'Irak.
Et on était là, oui, non, l'Irak, non, liberté pour machin, pour la Palestine aussi. On a fait plein de trucs à Genève. Enfin, et on était des millions dans le monde le même jour. On a fait, je crois que c'était le 25 février 2003. Les manifestations de la dernière chance pour la paix, ils en ont rien à foutre. On aurait été 50 millions dans la rue ou 100 millions dans la rue, ils en avaient rien à foutre. Vous savez, les gens, ils obéissent que quand ils ont un pistolet ou un fusil pointé sur leur tronche. Ou les coups de fouet. Mais ça, c'est dans les technologies plus anciennes. Mais la réalité, c'est ça. C'est comme disait Mao, la puissance politique est issue du canon d'un fusil. Voilà, donc tant que tu n'as pas bouche devant toi avec ton fusil et tu dis maintenant, tu fermes ta gueule et on va changer de politique, il ne se passerait rien, ils en ont rien à foutre. Donc, il ne s'est rien passé. Donc, les manifestations pacifiques ne servent à rien. Et Gandhi, en Inde, s'il a pu réussir entre guillemets par le pacifisme, c'est parce que surtout les États-Unis voulaient que l'Angleterre dégage de l'Inde. Les Anglais au début, quand les États-Unis s'en foutaient dans les années 30, dans les années 20, quand les États-Unis ne s'intéressaient pas encore à l'Angleterre et l'Inde, ils tiraient dans la foule des manifestants pacifiques. Donc, non, non, ça marche pas. On peut aimer la paix, mais il faut savoir être violent. Tout ça pour dire qu'il faut se préparer et que de toute façon, réfléchissez par vous-même. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Moi, je ne vous dis jamais quoi faire. Je vous donne des idées, je vous dis ce que je fais. Je vous dis quelques réflexions. À vous de réfléchir. Si ça se trouve, je dis des conneries. Et si ça se trouve, dans ce que je dis, il y a une partie qui sont des conneries, une partie qui sont intéressantes. Voilà, encore une fois, c'est une discussion de bistrot que je fais ici sur Internet. Si vous voulez quelque chose de plus sérieux, il faut aller dans les livres. Et, et à la fin, vous êtes 100% actionnaire de vous-même. Ce ne sera personne d'autre qui viendra vous sauver. Il n'y aura pas la cavalerie, il n'y aura pas l'Amérique qui viendra vous sauver. Il faut que vous vous démerdiez par vous-même. Et si vous êtes capable de vous grouper avec d'autres personnes, ce sera le thème d'un travail que je ferai d'ici quelques mois, quelques années. Bien à ce moment-là, vous pouvez devenir une force. Mais pour l'instant, en tout cas, vous devez déjà préparer. Parce qu'une force sans rien, vide, ça amène nulle part. Donc, vous savez ce que je vous dis à la fin de chaque vidéo? Préparez-vous.